Mais tu as cliqué sur un décollage. Ouais. Là, je pense que ça fonctionne. C'est bon, bon courage. Bonjour à tous. Désolé du retard, il y a eu un petit couac technique. Donc, juste avant de démarrer, je tenais vraiment à remercier Badr et le reste de l'équipe pour l'initiative. Euh, une petite introduction rapide. Donc, je suis Achraf Lemnini, je suis en fait directeur général et fondateur de l'agence Cher Conseil que j'ai créé en 2012. Ça me fera plaisir de vous accompagner un peu pour à peu près 45 minutes sur quelques notions de base de la stratégie digitale une petite introduction sur la pub digitale. Pour les prochaines séances, on essaiera un peu de rentrer dans des sujets un peu plus entre guillemets complexes, c'est-à-dire comment monter justement une strate digitale ou du moins savoir la lire et pouvoir challenger les partenaires avec lesquels vous pourrez éventuellement travailler pour ce type de besoin. Euh, donc, je démarre avec un point hyper important, c'est faire la distinction entre un certain nombre de paramètres qui sont en fait les territoires et les leviers de communication. En fait, on en a trois. On a ce qu'on appelle du owned media, du paid media et du earned media. Pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit, pour le owned media, en fait, c'est l'ensemble des plateformes qui appartiennent à la marque et à l'entreprise et qui lui permettent de communiquer et de donner un maximum de contenu par rapport à sa marque, ses produits, etc. Et donc, ça peut être un site web, une application mobile, une chaîne YouTube, des plateformes social media, etc. Maintenant, pour générer ce qu'on appelle du trafic et générer justement de la visite sur ces plateformes-là, on passe par du paid media, c'est-à-dire un certain nombre de leviers payants qui permettent très rapidement de générer de la visibilité pour vos plateformes owned media. Ça, c'est quelques exemples qui ne sont pas du tout exhaustifs. On a par exemple du display, c'est-à-dire toute la partie bannière sur des sites web en affinité avec votre cible, sur lesquels vous pouvez diffuser des messages et au clic, ça renvoie vers une de vos plateformes en médias. Du SEA bien sûr, donc le search payant, SEA comme Search Engine Advertising, donc c'est toutes les techniques qu'on utilise aujourd'hui pour apparaître comme annonce sur Google à l'occasion d'une recherche faite par un internaute. Puis on a toute la partie contenu que vous développez et que vous boostez d'une manière ou d'une autre sur des plateformes comme YouTube. Et puis une technique qui est de moins en moins utilisée, celle des advert games, c'est-à-dire que c'est des jeux publicitaires qui ont pour objectif de passer le message d'une manière ludique auprès d'une cible utile que vous pouvez avoir pour votre produit. Et ce que je disais tout à l'heure, donc il y a un troisième niveau, c'est celui du earned media. Et le earned media, en fait, c'est la communauté que vous développez autour de votre marque, autour de votre service, autour de votre produit, et qui se transforme en ambassadeurs qui défendent votre marque. Et parfois, et on l'a remarqué sur certaines marques populaires que nous avons eu l'occasion de gérer, ces ambassadeurs-là deviennent justement un relais de la marque et peuvent vanter les mérites du produit ou carrément le défendre en cas de besoin, c'est-à-dire si un follower critique votre produit. Donc ça, c'est les trois niveaux qu'il va falloir retenir. Mais avant d'aller un peu plus dans le détail de ce type de levier, il faut savoir que votre mission, si vous êtes côté annonceur ou même si vous êtes côté agence,
c'est de vous assurer que offline et online fonctionnent en parfaite synergie et en harmonie et que chacun joue son rôle. Je dis ça parce que en fait, pendant un moment, il y a eu cette idée reçue que entre agence offline et agence online, ou bien entre les deux sujets en tout cas, il devrait y avoir une guerre, alors que c'est totalement faux. L'idée, c'est que chacun en fait joue sa partition comme dans comme dans un orchestre. C'est-à-dire que typiquement pour le digital, on lui reconnaît un attribut qu'on ne retrouve pas chez les autres, c'est-à-dire la partie interaction. Et donc typiquement la télé, par exemple, on peut diffuser un message publicitaire, mais c'est un one way, c'est-à-dire qu'on n'a pas le feedback forcément des gens. Alors que le digital permet ce type de luxe, c'est-à-dire qu'on peut diffuser un message publicitaire et puis recueillir tout le feedback qu'on pourrait avoir des consommateurs. Donc, première mission, c'est de s'assurer de cette synergie entre communication offline et communication digitale. Et puis, un autre élément de base duquel il faut partir, c'est de savoir pourquoi on veut faire de la publicité sur Internet. Ça nous est arrivé à maintes reprises d'être face à des annonceurs ou à des départements marketing qui ont du mal en fait à se situer par rapport au pourquoi de leur communication digitale, c'est-à-dire et ils veulent parfois tous à la fois, tout à la fois, ou bien ils sont un peu perdus par rapport à comment le digital pourrait contribuer à son tour à l'atteinte de leurs objectifs à la fois de com et de business. Et donc, un petit rappel par rapport aux objectifs de la com tout court, c'est-à-dire la com d'une manière générale, et notamment la com offline. On fait de la communication et de la pub pour pouvoir informer. C'est typiquement le cas des nouveaux lancements de produits, par exemple, ou bien des marques qui s'installent, où on a besoin en fait de dire aux gens qu'on existe. Puis on fait aussi de la publicité pour persuader, c'est-à-dire pousser les gens à tester notre produit. C'est typiquement encore une fois le cas des lancements de produits. Euh, on ne cherche pas à ce que les gens deviennent accros dès le départ à notre produit, mais on cherche déjà qu'ils le considèrent. Puis on cherche à fidéliser, justement, à le pousser à acheter, puis à racheter le produit, etc. Donc ça, c'est un peu les objectifs de la com d'une manière générale. Le digital est venu s'inspirer de ces objectifs-là et même de les compléter. Parce que pour le digital, on en a en fait quatre niveaux et ces quatre niveaux sont chronologiques en fait. On ne peut pas aller directement vers typiquement la génération de leads alors qu'on n'est pas connu carrément chez les consommateurs. Et donc on fait de la com digitale pour développer de la notoriété, pour développer l'image, donc un besoin d'être positionné par rapport à une concurrence comme étant une marque trois points de suspension, c'est-à-dire qui se définit par exemple, c'est une marque destinée aux rebelles. Je donne toujours par rapport à ça l'exemple d'une marque comme Converse et d'autres marques comme Nike par exemple sur le dépassement, le surpassement de soi, etc. Puis, on fait aussi de la com digitale pour le trafic. La grande question que vous allez vous poser, c'est, OK, si on fait de la com digitale pour le trafic, c'est in fine pour vendre. En fait, je donne juste un exemple très simple pour certaines offres qui vivent en fait du trafic et c'est le cas en fait des sites de news. Aujourd'hui, un site internet qui propose de l'information vit à travers le trafic qu'il génère, c'est-à-dire le nombre de personnes qui visitent le site internet, le temps passé sur le site internet et le nombre de pages vues qui lui permet en fait, tout ça lui permet en fait de monétiser ce trafic-là et de pouvoir en sortir justement des bénéfices. Et puis le quatrième et qui est extrêmement particulier au digital, le quatrième objectif, c'est la génération de leads. Donc lead, c'est l'ensemble des prospects qu'on génère sur une plateforme. Donc
comment ça s'exprime? En règle générale, c'est un formulaire qui est disponible sur une landing page et on pousse les gens à aller sur ce formulaire-là et à renseigner ce formulaire, à laisser une trace de leur passage sur notre site internet. Ces personnes-là sont bien sûr recontactées par la marque après pour les inviter, par exemple, à visiter un showroom s'il s'agit d'une marque automobile ou bien d'une entreprise dans le secteur de l'immobilier ou un truc du genre. Donc ça, c'est les quatre objectifs. Donc comme je disais, le plus important, c'est qu'une marque doit se situer par rapport à ces objectifs-là. On peut bien sûr, sur une même campagne publicitaire en digital, euh, aller chercher plus d'un objectif, mais il faut savoir que ça aura un impact sur deux principaux paramètres. Le premier, c'est le budget, c'est-à-dire que je dois consacrer une partie de mon budget à générer de la notoriété, puis une deuxième partie de mon budget à faire de l'image et ainsi de suite. Et sur le délai, c'est-à-dire que il faut laisser une campagne publicitaire sur Internet s'installer et atteindre le premier objectif avant d'attaquer le deuxième et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la première étape euh, avant de démarrer. C'est savoir pourquoi on veut aller sur Internet et pourquoi on veut faire de la pub sur Internet. Ensuite, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de faire le distinguo entre deux éléments. C'est le rôle que va jouer Internet dans votre mix média. C'est-à-dire, euh, j'ai dans la même campagne de la télé, de l'affichage, de la presse, de la radio, et puis j'ai Internet. Il va falloir que je décide est-ce que Internet va jouer un rôle de complémentarité ou bien un rôle de synergie avec ce qui va être fait sur les autres supports. Donc on est en complément quand Internet ne répète pas exactement le même message que ce qu'on a sur les autres leviers. Je donne un exemple très simple. Euh, Là, je dois lancer une campagne qui touche à la fois les jeunes et les moins jeunes. Donc, aux personnes relativement âgées, je vais aller sur des leviers un peu plus classiques comme la télé et l'affichage, par exemple, avec un message extrêmement simple à retenir, etc. Et puis, auprès d'une cible relativement jeune, je vais utiliser Internet comme levier d'interaction et sur lequel je vais, par exemple, produire une vidéo virale très humoristique ou bien je vais développer un jeu auquel justement ces jeux-là pourront jouer pour espérer gagner quelque chose avec la marque et ainsi de suite. Donc ça, c'est le cas où Internet arrive en complément de ce qui est fait sur les autres leviers offline. Maintenant, on peut aussi avoir un effet de synergie, c'est-à-dire que Internet raconte exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a exactement le même message qu'on produit ici et ailleurs pour pouvoir justement compléter l'atteinte d'une cible, etc. Et ça, c'est un petit exemple d'une campagne française qui a été lancée par Nissan pour le lancement du Qashqai. Et donc sur la télé, l'affichage et la presse, pour une cible dans l'âge, j'ai compris, entre 25 ans et 49 ans, ils étaient sur une copie télé extrêmement classique comme on a l'habitude de les voir. Mais par contre, sur Internet, ils ont essayé d'aller chercher une cible beaucoup plus jeune, c'est-à-dire une cible inférieure à 25 ans entre 18 et 25 et qui est beaucoup plus réceptive à un jeu ou bien une opération de customisation et donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils étaient sur les deux territoires, la musique et la customisation des voitures et ça leur a permis en fait d'avoir une parfaite complémentarité entre ce qui est dit sur la télé et ce qui est dit sur Internet. Maintenant, on rentre un peu plus dans le détail des leviers. Et le premier, et je vais vous donner beaucoup d'exemples qui sont relatifs à un secteur que j'apprécie beaucoup, qui est le secteur automobile. Mais si vous avez des questions maintenant ou bien même après coup, parce que je vais faire en sorte
de regarder vos questions après cet enregistrement. Donc, si vous avez des questions, je pourrais y répondre pour vous donner des exemples relatifs à d'autres secteurs. Donc, on démarre par le display. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des bannières publicitaires qu'on met sur des sites pour pouvoir communiquer sur une offre et générer du trafic et éventuellement du lead pour une marque ou pour un produit. Et donc, en fonction des objectifs, on dresse une stratégie d'achat d'espace média sur le display qui est adaptée. Donc, pour un objectif de notoriété, l'idée, c'est de favoriser bien sûr la mémorisation de votre message et de générer un maximum de répétitions, c'est-à-dire en d'autres termes, avoir un niveau de couverture optimal, toucher un maximum de gens et la même personne devrait voir à minima votre message 3, 4, 5, 6 fois s'il le faut, si votre message est complexe à comprendre. Donc, votre stratégie d'achat, elle devrait répondre à trois questions. Quel média, quel emplacement et quel format? Pour le choix des médias, en fait, c'est l'ensemble des supports qui sont aujourd'hui disponibles. Ça peut être des sites de news, donc c'est ce qu'on appelle de l'achat en premium. Ça peut être des portails, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être une plateforme comme YouTube, etc. Donc sur ces sites-là, l'idée c'est d'aller chercher les sites qui permettent de toucher un maximum d'audience le plus rapidement possible, c'est-à-dire que c'est des sites qui font des dizaines de millions de visites par mois. Et bien sûr, aller chercher un maximum d'affinité avec votre cible. Et le choix d'emplacement, en fait, il y a aujourd'hui, on peut faire la distinction entre deux typologies d'emplacement. Soit on fait de la publicité en rotation générale, c'est-à-dire que abstraction faite de la rubrique je veux être présent et couvrir l'ensemble du trafic qui est sur un site donné. Ou bien on est sélectif. Typiquement, on peut choisir une rubrique en particulier. Si on doit continuer sur le cas de l'automobile, donc je dois aller sur la rubrique auto, par exemple, d'un site de news, et je ne vais utiliser que ça parce que je ne veux que les personnes qui sont intentionnistes ou bien qui sont intéressées par l'automobile de loin ou de près. Euh, donc ça, c'est les deux niveaux. Soit je fais de la rotation générale, ou bien je suis sélectif et j'essaie de choisir une rubrique ou bien une page en particulier, typiquement le cas des homepages, des pages d'accueil des sites web, pour faire ma pub. Ensuite, on passe au format. Aujourd'hui, on a en fait deux typologies de formats. On a ce qu'on appelle les formats classiques ou standards et on a les formats rich media. Donc un format classique et standard, c'est des bannières publicitaires en fait qui ont un cadre, c'est du 728 x 90, du 300 x 250 et ainsi de suite. Et donc ma publicité en fait, elle est restreinte par cet espace-là. D'ailleurs, c'est des exemples que vous pouvez voir dans la slide. Donc ça, c'est typiquement le cas des bannières classiques, on peut les plus répandues. Ici au-dessus, vous avez un 300 x 250 et en bas, vous avez un 728 x 90. Et donc, l'idée aussi, c'est de choisir parmi les formats, quel format serait le plus adapté à mes objectifs. Donc, pour un objectif de notoriété, donc si vous vous rappelez un peu des objectifs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on a la notoriété, pour rappel, l'image, le trafic et puis le lead. Donc, pour un objectif de notoriété, le choix du média, il faut aller sur des sites en affinité avec la cible, bien sûr, mais qui donnent en fait une puissance à votre campagne. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permettent de toucher un maximum de gens le plus rapidement possible. En termes de choix d'emplacement, là, l'idée n'est pas d'être exigeant, mais plutôt de ratisser large et d'essayer de toucher un maximum de gens. Et donc, l'idée, c'est d'être sur de la rotation générale. Et puis, sur le choix de format, il faut aller sur des formats standards parce qu'ils coûtent moins cher que les formats rich media que je vais expliquer dans la slide d'après, que les formats rich media et qui sont justement, comme j'ai dit, pas chers et donc qui permettent
un achat un peu plus massif que si on est sur du rich media. En termes d'indicateurs de performance, quand on fait ce type d'achat, oubliez la première ligne, toute la partie GRP, malheureusement, elle n'est pas mesurable au Maroc. C'est le cas en France et dans d'autres pays occidentaux, mais c'est pas le cas au Maroc. Donc, on va aller voir parmi le nombre d'impressions qu'on a achetées, combien on a réussi à livrer exactement. Et donc, c'est une priorité d'être sûr d'avoir livré l'ensemble des impressions. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est impression veut dire, en fait, c'est à chaque fois que votre publicité apparaît sur un écran euh, euh, d'un internaute qui utilise Internet et je l'espère qui fait partie de votre cible. On appelle ça en fait une impression. Et je ne rentre pas avec vous dans les détails techniques par rapport au, à la proportion qu'on a vue de cette bannière, etc. Et donc, le premier indicateur de performance de votre campagne, c'est le nombre d'impressions que vous avez réussi à livrer par rapport à celles que vous avez achetées. Et puis en bonus, c'est-à-dire que ce soit en interne chez vous ou bien vis-à-vis de votre agence, euh, si vous arrivez à avoir ce bonus-là, tant mieux. Sinon, je rappelle que c'est pas l'objectif de votre campagne. Et donc, c'est pas un mandatory, c'est pas un must, c'est un plus que vous pouvez avoir. Et donc, ce bonus-là, ça peut être le nombre d'arrivées, c'est-à-dire que j'ai livré ma publicité et puis je vais mesurer l'ensemble des personnes qui sont arrivées, qui ont atterri sur mon site web à l'issue du clic sur cette bannière-là. Et puis, on a le nombre de leads, c'est-à-dire le nombre de prospects qui ont renseigné un formulaire pour que je puisse les recontacter. Et enfin, la qualification et la qualité de ces leads-là, à quel point ils sont qualifiés. Donc, ça, c'est le premier objectif. Donc, pour faire de la notoriété, ça, c'est votre stratégie d'achat en termes de médias, de emplacement et de format, et en termes de KPIs à l'issue de cette campagne-là. Maintenant, on passe à un deuxième objectif qui est de l'image. Alors, quand on fait de l'image, en termes de choix de médias, on est toujours sur des sites puissants, mais on est beaucoup plus attentif à la qualité éditoriale de ce site-là. Je m'explique. Je m'appelle Mercedes. Je dois être extrêmement sélectif par rapport à la typologie de sites sur lesquels j'apparais, avec tout le respect qu'on leur doit. Je ne peux pas, par exemple, admettre que ma publicité passe sur un site comme celui de Chouf TV ou d'autres plateformes. Ce site-là pourrait être adapté à une autre marque ou à une autre typologie d'audience, etc. Ensuite, le choix d'emplacement. Là, encore une fois, on est beaucoup plus sélectif, c'est-à-dire qu'en soit on choisit des rubriques qui sont en affinité avec mon offre, ou bien on est carrément sur de la home page. D'ailleurs, c'est un des exemples que vous avez ici, où on est sur une home page qu'on a habillée totalement en couleur de la marque et du produit. Et en termes de choix de format, l'idée c'est d'aller sur des formats rich media. Et donc rich media, c'est des formats en fait, notamment aujourd'hui, c'est des formats vidéo ou bien de l'habillage d'un site ou bien d'une page, comme je disais, aux couleurs de la marque. Et en termes d'indicateurs de performance, on est sur plus ou moins la même chose que pour la notoriété, c'est-à-dire que sur le nombre d'impressions qu'on a acheté, on va voir combien on a réussi à délivrer finalement. Et on rajoute un élément, c'est celui de l'interactivité que les gens ont eu avec notre contenu publicitaire. Donc, si c'est une bannière, par exemple, qui se joue toute seule, c'est-à-dire que, allez, prenons un site comme Express, je suis en train de naviguer, je vois une publicité, mais la publicité m'indique qu'il va falloir cliquer quelque part pour me montrer en fait le contenu vidéo qui est embarqué dans cette bannière-là. Bah, je vais mesurer en fait le nombre de personnes qui ont fait cette action-là. C'est-à-dire parmi tous ceux que j'ai touché avec ma campagne publicitaire, combien finalement parmi eux on finit par faire l'action que je leur ai demandé. Donc c'est l'interactivité
que nous avons enregistré avec la bannière. Et puis encore une fois en bonus, je peux calculer le nombre d'arrivées sur mon site web, le nombre de prospects que j'ai générés, leur niveau de qualification et éventuellement de l'arrivée générée en post-view et en post-click, c'est-à-dire combien de personnes, après avoir vu la publicité, fermer leur écran. Par exemple, la personne est au boulot, donc elle a vu la publicité pendant la journée, elle a interagi avec, puis elle a fermé la pub, l'écran, et le soir, elle revient sur mon site web. Donc ça aussi, c'est mesurable aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du post-view ou bien du post-click. Ensuite, on a toute la partie faire de la pub pour générer du trafic sur un site internet. Donc, en termes de choix de format, plutôt de médias, là, on est sur des sites qui sont en forte affinité avec la cible. En fait, l'idée, c'est de générer ce qu'on appelle du trafic qualifié. Faire du trafic pour faire du trafic, c'est pas forcément quelque chose de louable. L'idée, c'est de faire du trafic sur le site internet qui va être transformé en lead in fine, ou bien s'il s'agit d'un site e-commerce en vente, ou bien s'il s'agit d'un site d'un hôtel, en réservation de chambre d'hôtel. Puis on a le choix de l'emplacement. Là, on est sur de la rotation générale ou bien on est sur un ciblage de rubriques, encore une fois pour des soucis de qualité de trafic qu'on va générer à l'issue de cette campagne publicitaire. Et en choix de format, on ne fait pas de rich media, on privilégie les formats standards pour pouvoir avoir un niveau de retour sur investissement qui soit le plus faible possible, plutôt le plus élevé possible. Donc, un maximum de gens qui vont arriver sur mon site sans pour autant que je me ruine au passage. Maintenant, en termes d'indicateurs de performance, là, on a bien sûr la délivrabilité des impressions qu'on a achetées, auquel on rajoute le coût à l'arrivée, c'est-à-dire combien de personnes ont visité mon site internet, pour pouvoir voir combien cette campagne m'a coûté. C'est-à-dire, si j'ai dépensé 10 000 dirhams et que j'ai généré 10 000 visites, c'est-à-dire que chaque visite m'a coûté 1 dirham. Et donc, c'est des choses qu'on met en perspective par rapport au prix du produit ou bien du service, par rapport à des benchmarks qu'on a sur des campagnes antérieures, ou bien par rapport à des performances que notre concurrent peut réaliser à l'occasion d'une campagne similaire. Et puis en bonus, on a le taux de livraison, mais cette fois-ci en lead, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont fini par renseigner un formulaire et laisser une trace. Ça reste un bonus si on est sur une campagne qui vise à générer du trafic en premier. Et le dernier objectif, c'est la génération de leads. Et donc là, on est vraiment hyper exigeant parce que personne ne veut être noyé par un nombre de leads hyper important mais qui n'est pas du tout qualifié. Et donc, on a eu ce type de travers il y a pas mal de temps avec Facebook sur son format lead gen, où on était en fait super content de générer des centaines et des centaines de leads. Mais quand on arrive sur le niveau de qualification, on était sur des niveaux beaucoup, beaucoup plus faibles que ce qu'on retrouvait ailleurs. C'est d'ailleurs des travers qu'on pouvait aussi remarquer sur des plateformes comme LinkedIn, où on a des gens, en fait, en cliquant sur le bouton «Je veux en savoir plus», et sans s'en rendre compte, un formulaire se renseignait automatiquement, et donc quand la marque contacte ces gens-là, ils sont surpris de recevoir un coup de fil alors que pour eux, ils n'ont pas laissé leurs coordonnées quelque part. Ils n'ont fait que cliquer sur un bouton en savoir plus. Et donc, il va falloir vraiment, dans le choix des médias, être hyper, hyper sélectif quand on a des objectifs de lead. C'est typiquement le genre de sujet qui crée des tensions au sein de l'entreprise entre un département marketing et un département commercial, où on a
un département marketing qui est en charge de la génération de leads et donc les gens sont super contents par rapport au volume de leads générés. Mais quand on arrive sur leur qualification, et donc c'est une tâche qui est en règle générale assurée par un département commercial, on est sur des niveaux de qualité qui sont discutables et donc ça crée des tensions. Et donc, si vous êtes du côté de l'agence ou bien même pour un responsable de com au sein d'un département marketing, c'est le genre de choses qui finissent par nous retomber sur la tête, c'est-à-dire qu'on nous reproche le fait que les leads qui ont été générés à l'issue de cette campagne-là n'ont pas été qualifiés. Et donc, faites attention au choix des médias et au choix des emplacements quand vous êtes sur ce type d'objectifs. Et en termes de choix de format, encore une fois, on est sur du classique. On est aussi, on privilégie des campagnes emailing. Et juste pour information, là, c'est un sujet dont on va parler soit tout à l'heure, soit dans la prochaine séance. Je ne sais pas si on a encore assez de temps, 30 minutes. Euh, donc, un des leviers les plus efficaces en termes de génération des leads, c'est toute la partie référencement payant sur Google. La raison est relativement évidente. En fait, il s'agit de personnes qui sont déjà à la recherche d'informations par rapport à ce produit-là ou bien par rapport à cette marque. Et donc, en règle générale, c'est des intentionnistes. Et donc, la qualité des leads, elle est en règle générale la plus optimale par rapport à tous les leviers, y compris le display qu'on est en train de voir maintenant. Et là, on a terminé en fait tout le bloc relatif au volet, euh, au volet display tout court. Je vous donne, on va probablement devoir s'arrêter là après avoir discuté du programmatic buy-in et éventuellement prendre une ou deux questions qui m'ont été posées. En fait, un des aujourd'hui des leviers les plus efficaces et qui représente les meilleurs niveaux de retour sur investissement, c'est le programmatic buy-in. Si vous êtes dans le marketing digital ou bien si vous êtes dans le marketing tout court, vous en avez certainement entendu parler. Le programmatic buy-in, en fait, c'est le fait d'acheter sur des marketplaces de l'espace publicitaire, mais avec le luxe de pouvoir déjà le faire d'une manière relativement abordable comparé à ce qu'on appelle du premium, c'est-à-dire quand on achète de l'espace publicitaire chez un site en direct. Donc ça, c'est le premier bénéfice, le fait que ce soit relativement abordable. Et le deuxième et le plus important, c'est que ça nous donne la main pour un certain nombre de stratégies. La première, c'est avoir un targeting contextuel, c'est-à-dire que je choisis les environnements dans lesquels ma publicité devrait apparaître, c'est-à-dire que je dis à la plateforme, je suis intéressé par l'ensemble des articles qui parlent par exemple de finance ou bien qui parlent d'électroménager ou bien qui parlent de conseils médicaux, etc. Donc on est sur la possibilité, ça c'est la première stratégie en programmatic buy-in, de faire un ciblage contextuel en fonction du contenu du site et donc par ricochet l'intérêt porté par les personnes qui sont sur ces sites-là. Ensuite, on peut faire du programmatic buy-in en ciblant d'une manière individuelle un certain nombre de sites. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon une whitelist, c'est-à-dire que j'achète à des niveaux extrêmement compétitifs de l'espace publicitaire sur des sites web que je définis au préalable et pour lesquels je reconnais encore une fois une affinité avec ma cible. Et là où ça devient le plus intéressant, c'est sur le retargeting et sur la technique qui va suivre, le lookalike. En fait, le retargeting, pour ceux qui en ont entendu parler ou du moins qui l'ont vécu, parce qu'on l'a tous vécu, quand vous naviguez par exemple sur un site d'une compagnie aérienne et que vous êtes à la recherche d'un vol qui va vous embarquer de Casablanca à New York, comme par hasard, quand vous quittez ce site web, vous avez une publicité qui parle de Casa New York, de ce vol-là, qui vous harcèle tout au long de votre navigation sur Internet et sur pratiquement l'ensemble des sites sur lesquels vous allez.
En fait, ce qui vous est arrivé, c'est que vous avez été retargeté, vous avez été reciblé. C'est-à-dire que on a choisi ce mode d'achat, c'est-à-dire de dire encore une fois à la plateforme, je veux recibler l'ensemble des personnes qui vont arriver sur mon site internet et donc je vais mettre un petit cookie pour pouvoir les traquer et je veux les recibler là où ils vont avec cette bannière-là. En fonction bien sûr de la recherche qu'ils faisaient chez moi, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle du first party, mais il y a aussi du retargeting avec d'autres leviers. Mais vraiment, je préfère ne pas trop rentrer dans des détails techniques pour que le contenu soit accessible à tout le monde. Et enfin, on a du lookalike targeting, une des techniques que j'apprécie le plus. En gros, c'est une campagne en fait qui est basée sur deux phases. La toute première, c'est une phase de compréhension, c'est-à-dire que je vais pouvoir traquer sur Internet l'ensemble des personnes qui sont arrivées sur mon site puis qui sont reparties. Je donne un exemple, restons toujours sur l'exemple de la compagnie aérienne. J'arrive sur le site de Air France et je passe du temps à naviguer, à voir un peu la liste des vols, la liste des prix, etc. Puis je repars. Au moment où je repars, en fait, on ne me recible pas, mais plutôt on essaie de comprendre mes habitudes de navigation sur Internet. Et on fait ça auprès de dizaines de milliers de personnes comme moi, c'est-à-dire qui sont arrivés sur le site, qui ont vu un certain nombre de vols et puis qui sont repartis. Et donc, on essaie un peu de comprendre les habitudes de navigation de ces gens-là, quand est-ce qu'ils se connectent, à quel type de site ils se connectent et, combien de temps ils passent sur tel ou tel site et ainsi de suite, avec quel type de format ils interagissent le plus et ainsi de suite. En faisant ça, je fais en fait du data modeling, c'est-à-dire que j'arrive à dégager une compréhension de ma cible, c'est-à-dire je connais super bien ses habitudes de navigation et avec quoi elle interagit et quel type de format l'intéresse. Et à partir de ce moment-là, je prends ces dizaines de milliers de personnes que j'ai touchées dans cette première phase et puis je construis tout un plan média basé sur ce même comportement-là. C'est-à-dire, quand la personne est sortie du site de Air France, elle est partie, par exemple, allez, je dis n'importe quoi, sur Express, puis elle a vu la rubrique Iqtisad. Et puis elle a quitté Express. Quelques heures plus tard, elle a ouvert Facebook et puis elle a interagi pas mal avec des contenus qui parlent encore une fois de finance. Puis un peu plus tard dans la journée, elle a ouvert la version digitale du Wall Street Journal et puis elle a encore une fois checké quelques news et ainsi de suite. Et donc, je vais me dire que l'ensemble de ma cible a un comportement similaire à celle-ci. Et je vais construire un plan média qui correspond à ces habitudes-là. C'est-à-dire que je vais intégrer dessus du express de telle heure à telle heure. Je vais intégrer dessus du social media en ciblant un certain nombre de contenus sur le feed et de listes d'intérêt que la personne a identifié sur Facebook, par exemple. Et je vais aller aussi sur le Wall Street Journal, par exemple, pour diffuser ma publicité et ainsi de suite à tel créneau horaire. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle du lookalike, c'est-à-dire que je démarre par un tracking de l'ensemble des personnes qui sont arrivées sur mon site. Je modélise leur comportement sur Internet et je fais une projection de ce comportement-là sur le reste de ma cible. Et ça, c'est les 4 techniques du programmatic buying. Donc, pour les résumer et revenir dessus, on a le ciblage contextuel, on a le ciblage individuel d'un certain nombre de sites, ce qu'on appelle une whitelist. On a le retargeting, c'est-à-dire je recible l'ensemble des personnes qui sont passées par mon site ou bien par un site partenaire parce que je considère qu'ils sont intéressés par mon offre mais qu'ils ne sont pas partis jusqu'au bout pour laisser une trace de leur passage ou bien me laisser leurs coordonnées.
Et la quatrième stratégie, c'est le programmatic buy-in avec du look-alike, c'est-à-dire que je modélise dans une première étape le comportement de la cible, puis je fais une projection de ce comportement-là sur le reste de mon audience. Donc, ça c'est on a passé en revue deux principaux leviers qui sont le display et le programmatic buy-in. On va voir dans les prochaines séances toute la partie SEA, donc le search, et on va voir également tout le volet relatif aux social media avant de conclure avec un Canva que vous pouvez utiliser vous-même pour monter une stratégie digitale que je vais partager avec vous dans les séances à venir. Voilà, je vais juste voir s'il y a, comme ça je suis sûr d'être dans les temps, s'il y a des questions qui ont été posées. J'ai cru voir une question sur l'inbound. Il faut juste que je la retrouve. Hop. Bon, je ne la retrouve plus, mais en tout cas, quelqu'un m'a posé une question par rapport aux techniques d'inbound marketing. Euh, Moi, ce que je vous propose, et je vais en discuter avec Badr tout à l'heure, c'est carrément y consacrer un module spécifique euh, pour rentrer dans le détail de l'ensemble des techniques qu'on peut utiliser pour générer justement du trafic entre guillemets qui n'est pas payant sur des plateformes qui m'appartiennent, notamment en générant du contenu sur ma plateforme à moi, et donc ça peut être des articles qui parlent de mon industrie ou bien de mon secteur. Comme ça peut être du contenu vidéo que je peux poster sous forme de contenu sur une chaîne YouTube dédiée et ainsi de suite. Et on peut aussi rentrer dans un autre élément qui est relatif à de l'outbound, qui est en fait euh, explique comment on peut traiter l'ensemble des leads qu'on reçoit à travers une démarche encore une fois digitalisée et structurée. Donc Badr me répond en me disant OK, donc je vais faire en sorte dans les prochaines séances à planifier ça avec lui. Alors j'ai une autre question de Fedwa qui me pose la question par rapport à l'aspect technique. Fedwa, tu peux juste préciser de quelle partie, c'est-à-dire l'aspect technique de quel volet? Est-ce que tu parles du display ou bien du programmatic buy-in ou bien de ce que je viens de dire par rapport à la partie inbound? Bon, en attendant la réponse de Fedwa. Alors, sur le volet display qu'on a vu aujourd'hui, alors si on doit rentrer dans des détails techniques, ils sont plus relatifs à des aspects comme la landing page, c'est-à-dire quand je fais une campagne publicitaire, c'est hyper stratégique d'avoir une landing page qui techniquement peut accueillir l'ensemble du trafic que je génère, un, et deux, qui a l'ergonomie nécessaire, c'est-à-dire comment vous avez structuré votre landing page pour pouvoir capter des leads et capter des prospects qui vont arriver sur votre plateforme à l'issue d'une campagne publicitaire en display. Un autre élément technique par rapport aux bannières, c'est que en fonction, si vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que on a le choix entre des bannières standards et des bannières rich media. Sur les bannières standards, typiquement, techniquement, on est restreint à quelque chose comme 49 KO, c'est-à-dire que c'est des bannières relativement légères et donc qui ne permettent pas une grande créativité au département créatif qui les développe. Sur l'élément tracking, on pourrait éventuellement voir, euh, éventuellement dans les prochaines séances, des exemples de comment on traque un trafic sur Google Analytics et quel type de data on pourrait générer. Euh, Là, j'ai la réponse de Fedwa qui me dit, ouais,
Euh, par le, tu dis que tu es intéressé par le tout, mais il nous faut en fait 3 heures si on doit rentrer dans des détails techniques par rapport à chaque levier. Mais ok, j'en prends note. Je vais faire en sorte, en tout cas, la prochaine séance, notamment sur la partie SEA, je devrais rentrer un peu plus dans des détails techniques. J'espère que tout le monde pourra par contre s'accrocher et pouvoir un peu cerner ce qu'on est en train de dire, parce que je répète que et je rappelle que l'objectif c'est d'être le plus accessible pour tout le monde. Mais après, avec Badr, s'il veut qu'on dédie des séances supplémentaires pour des volets de démonstration technique, ça pourrait être assuré soit par moi, soit par un de mes collègues à l'agence. Alors, je prends une dernière question de chez Nordin. Par contre, les données privées des gens, puisqu'on trace sur le comportement et on récupère certaines données. Merci pour la question, c'est Nordin. En fait, il faut savoir que ces plateformes-là n'existent pas uniquement au Maroc, mais elles existent aussi dans des pays et dans des régions du monde qui sont très à cheval sur la vie privée et sur la propriété des données. Euh, les meilleurs en la matière restent les Européens, qui ont une législation extrêmement stricte. Et donc, alors, quand on récupère des habitudes de navigation, c'est pas nominatif, c'est-à-dire c'est pas dans un tableau où j'ai écrit que Nordin, qui habite telle région du Maroc et qui a tel âge, etc., a ses habitudes de navigation et je le flic en regardant un peu ce qu'il fait dans sa journée et dans quel type de site il va aller. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que c'est en fait quelque chose qui n'est pas nominatif et donc je ne le rattache pas du tout à une personne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que en acceptant, et ça c'est devenu indispensable, en acceptant les cookies, et donc ça vous pouvez le remarquer et faire le test par vous-même. Si vous rentrez sur un site internet, il va vous demander en fait d'accepter le fait que le site est en train de placer des cookies pour pouvoir analyser votre navigation. Et donc, vous pouvez tout simplement choisir de ne pas être traqué. Et donc, ça, c'est une autre mesure qui a été prise en Europe et qui aujourd'hui est en train d'être établie aussi par la CNDP ici au Maroc pour pouvoir s'assurer qu'on ne tombe pas dans ce type de travers à traquer des gens qui, même si c'est pas nominatif, ils ne souhaitent pas être traqués. Et donc, j'espère que j'ai répondu à ta question parce qu'il y a Badr qui me dit que il faut respecter le temps imparti. Mais je pense que ma réponse était assez claire. Donc c'est pas nominatif et donc on n'est pas dans du Big Brother, on n'est pas dans une analyse personnelle d'habitude de navigation d'une personne. Donc voilà, merci infiniment pour tous ceux qui ont assisté et ceux qui vont voir l'enregistrement plus tard et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. Au revoir.